vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Nous sommes en direct du plus grand rassemblement industriel du Sud-Ouest, le salon CPEM en synergie avec CFIA au Mythe de Toulouse. Absolument, la plus belle ville du monde. Ne voyez aucun chauvinisme de ma part. Pourquoi vous riez? Pas du tout. En tout cas, vous y retrouverez aujourd'hui, c'est à partir de jeudi jusqu'au 26, 700 acteurs de toutes les filières industrielles avec chacun cette ambition forte d'apporter des solutions concrètes face aux enjeux climatiques et industriels. Allez, pour en parler dans quelques instants, on va vous présenter nos éditorialistes du jour. Nous sommes avec Christine Bouillot qui va nous accompagner jusqu'à 19h. Ça va Christine? Mais ça va bien de vous voir, c'est bien. Plaisir partagé. Oui, vous êtes venus dans la plus belle ville du monde, je confirme. Ah bah voilà, il y a des gens qui savent de quoi ils parlent. Et ben on va vous laisser tous les deux. Allez, le sommaire de cette émission, la croissance verte, slogan maintes fois répété, c'est bien l'objectif en tout cas du programme territoire d'industrie lancé par l'État. C'était en 2018, relocaliser et verdir la production industrielle qui représentait 18% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Et si la France a rouvert des usines ces dernières années, c'est une industrialisation qui semble marquer le pas quand même, selon le cabinet Trendéo. Et les cessations d'activité ont progressé plus vite que les ouvertures de nouveaux sites ces derniers mois, Philippe. Alors parlons vrai. Croyez-vous que la croissance sera verte ou ne sera pas? Craignez-vous qu'en verdissant trop notre outil industriel, on perde notre compétitivité? Et à cette question, réindustrialisation peut-il rimer avec développement durable? Vous dites oui à 61%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Grégory Delmer sera avec nous, directeur commercial de Aloes, qui est une société spécialisée dans le traitement des eaux. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix, 85% des emplois en 2030 n'existeront plus. Et vous l'avez entendu assez régulièrement, l'échéance se rapproche donc. Plus de 6 ans pour découvrir si cette prophétie s'avérait exacte. Mais on peut déjà constater que des nouveaux métiers pointent leur nez à travers des candidats formés. Alors parlons vrai. Est-on armé pour former les travailleurs aux emplois du futur? L'IA va-t-elle être destructrice ou créatrice d'emplois au total? À cette question, sommes-nous assez formés pour les métiers de demain? Vous dites non à 88%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Eric Dargent sera avec nous, directeur développement et stratégie chez Aralco, expert en intelligence artificielle et en développement stratégique. Et en parlant d'intelligence artificielle, nos vraies voix du jour. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous. Je pense que c'est de l'intelligence 100% naturelle. Oui. Non, il y en a une naturelle. Parmi les autres. Ça, c'est sympa pour nos autres vraies voix. Dialoguer avec les intelligences artificielles, sinon on serait solitaire. Julie Voyer est avec nous, directrice du salon. Madame la directrice, bonjour. Bonjour à tous. Ça envoie, hein. Directrice du salon, ça envoie quand même. Hein. Ah oui. Et à vos côtés, Sébastien Gillet est avec nous, président du salon GL Event. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Avec grand plaisir, bienvenue. Comment ça va ce salon? Super, écoutez, ça s'ouvre aujourd'hui, on est content. En tout cas, il y a du monde. Hein. Il y a du monde pour une première journée, c'est 700 exposants, vous l'avez dit en introduction. On est fiers parce que... Avec beaucoup de nouveaux cette année. Avec beaucoup de nouveaux, beaucoup de nouveautés, beaucoup de jeunes aussi qui vont venir parce que c'est un des vrais sujets de l'industrie, je pense qu'on va en parler, les compétences. Et en effet, dans cette édition qu'on a transformée en grand laboratoire pour le Grand Sud-Ouest, on espère simplement que les visiteurs de multifilières agroalimentaires et aéronautiques vont pouvoir découvrir l'IA, vont pouvoir découvrir la décarbonation ou en tout cas la réintégrer dans leur usine. Donc c'est un peu la thématique et l'objectif de cette édition. Ou même découvrir des secteurs d'activité. Et découvrir des secteurs d'activité. Donc en tout cas, cette première journée illustre complètement ce qu'il va y avoir pendant 3 jours et il lance bien cette manifestation pendant 3 jours. Et donc on va pas très très loin puisque au 0826 300 300 direction Blagnac. Ah oui, alors là c'est vraiment à côté. Ah ouais. Frédéric est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir les Toulousains, bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Votre coup de gueule sur le traitement de l'eau, mon cher Frédéric? Oui, tout à fait, un petit coup de gueule sur le traitement de l'eau, puisqu'on parle effectivement de CO2 et autres, mais on a une pénurie d'eau et surtout un recyclage d'eau en France qui ne progresse pas du tout. Et au contraire. Qu'est-ce qui cause ces freins? Je pense que c'est peut-être le manque d'éducation, peut-être aussi une motivation de la part de notre État législatif dessus. On a eu une étude il y a quelques temps en arrière où en fin de compte la France ne recycle que 0,6% de l'eau du réseau. Vous imaginez? Alors que d'autres pays sont déjà presque à 80 ou 14% ou autres, comme même des pays comme l'Italie, etc. Quoi.
Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on voit aujourd'hui, on parle justement de CO2, etc. Mais il y a également le recyclage de l'eau. Nous n'avons que 3% d'eau potable sur la masse planétaire aujourd'hui. Incitons toutes les entreprises, ne serait-ce, ne plus avoir de toilettes alimentées par de l'eau potable. Et recyclons l'eau. Une réaction, Christine Bouillot, sur ce traitement de l'eau ? Oui, alors effectivement, l'auditeur a raison, c'est que le retraitement des eaux usées sont très peu utilisées. Par exemple, on utilise l'eau potable pour sa chasse d'eau, pour arroser son jardin, et donc on sait que c'est un enjeu majeur, et notamment dans les Pyrénées-Orientales, on le sait, c'est un département test où justement il y a un plan massif qui a été lancé pour récupérer un pourcentage supplémentaire d'eau usée afin d'alimenter des usages non consommables, mais qui vont pas puiser dans les nappes phréatiques, ou en tous les cas dans l'eau à destination des populations, de l'agriculture, de tout ce qui est nécessaire. Donc il y a un véritable sujet majeur de souveraineté autour de l'eau, de débit de l'eau, comme dirait l'autre. Philippe Bilger. Ce sujet sur l'eau est passionnant, mais j'ose dire, au risque de vous choquer, que la seule histoire d'eau que je connaisse soit le roman érotique. Ça vous fait de l'effet, mon cher Philippe. Hein. Attention le micro. Voilà. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop. Je suis en train d'entacher ma réputation à Toulouse. Et tout ça nous donne envie de plonger dans cette émission jusqu'à 10. Merci Frédéric, vous restez notre vraie voix du jour. Vous intervenez quand vous voulez. Et dans un instant, le réquisitoire du procureur, que dit-il ? Je vais parler Votre micro, Emmanuel Macron à 25% dans les sondages et de quelques aléas autour de lui. Voilà, des satellites comme on dit. Allez, on en parle dans un instant. On est en direct de ce très très beau salon, Philippe, ça s'appelle le salon CPEM, en synergie avec le CFIA. C'est au Mythe de Toulouse. On vous attend, on est ensemble jusqu'à 20h. À l'espace VIP. Exactement, oui. Parce que c'est très grand ici. Parce que nous sommes des VIP. Allez, tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonsoir Cécile de Ménibus. Bonsoir Philippe David. Depuis que vous êtes arrivé... Mais parlez-nous un peu de vous, Philippe. Ah non, pas de moi, mais parlons de cette ville magnifique, Toulouse, et de ce salon, ce parc des expositions. Je vous avoue, je n'y étais pas encore venu, et il est absolument magnifique. Il est tout neuf, 3 ans. Il est tout neuf, 3 ans, et il est absolument magnifique. Un bel outil. Ouais. Oui. Ouais. Il y a déjà des vols d'araignée, c'est dommage, mais bon, c'est... Il n'y a pas de fuite, Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Le mythe est magnifique. Oui, le mythe. La mythe aussi, à côté de moi, est magnifique. Mais j'ai rencontré un mythe dans l'avion, Hugo Mola. Ah oui, et j'ai pu lui dire tout le bien que je pensais. Oh là là. Il y avait également Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain. Il rentrait de la nuit du rugby. C'est une grosse ferme. Et il y a Cécile de Ménibus, vous l'avez vu ou pas? C'est vous bien sûr. Depuis longtemps. En tout cas, nous sommes très bien entourés aujourd'hui. Philippe Bilger, bien entendu, Christine Bouillot qui est avec nous, rédactrice en chef. J'étais pas dans l'avion moi ce matin. Non, vous n'étiez pas là. Sébastien Gillet est avec nous, président du salon GL Event, et Julie Voyer, directrice du salon. Mon cher Philippe, ce réquisitoire avec Emmanuel Macron à 25%. Je voulais attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait qu'en effet, Emmanuel Macron est à 25% dans les sondages, et bien sûr, cette évaluation qui n'a jamais été celle d'un président au bout de 7 ans s'explique par les aléas de ces derniers mois et notamment la dissolution. Mais si vous le permettez, très rapidement, ce qui se passe depuis quelques jours est également très préoccupant dans la conduite de ce gouvernement que pour ma part, je trouvais cohérent. Il y a un début de conflit entre le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux Didier Migaud, puisque comme d'habitude l'intérieur et la justice semblent s'affronter. Il y a le problème maintenant du ministre de l'économie qui n'a pas compris que Michel Barnier avait promis d'être apaisé à l'égard du Rassemblement national. Donc pour l'instant, ça coince, ça grince. Oui, ça coince, ça grince. Oui, ça manque d'huile. Hein. Ouais. Ça manque en plus dire. C'est vrai que ça démarre mal. Vous avez regardé justement tous ces échanges, ce nouveau gouvernement qui est arrivé? Enfin, déjà, il est déjà arrivé. Et nous, on le ressent, sans faire de politique, on le ressent dans l'industrie, c'est que depuis 3 mois, il n'y a pas réellement de gouvernement, pas de prise de position, pas
pas d'annonce. Et on sent, il n'y a pas que ça, mais entre autres, que l'industrie, depuis un certain temps, c'est un peu dans un creux. On attend une nouvelle fois d'attente, on attend le soutien, comme l'a fait le gouvernement depuis 7 ans sur les industriels. Et nous, même sur les commandes, ça a un impact sur les commandes. Oui, complètement. Donc ces incertitudes politiques, aujourd'hui, ont un impact dans... Alors les JO ont fait du bien. Il y a eu la bouffée d'oxygène des Jeux Olympiques, mais on est vite rentré dans la réalité de la vie. Et de nouveau, on a besoin quand même de cap. Et tant qu'on n'aura pas de cap, ça va se ressentir sur l'ensemble des filières industrielles. Julie Voyer, on navigue un peu à vue pour les industriels en ce moment en attendant les premières décisions. C'est exactement ça. En fait, on a l'impression de revivre une année d'élection présidentielle dans laquelle tout le monde est dans l'attentisme de qu'est-ce qui va se passer. Et c'est vrai que nous, qui sommes sur le terrain toute l'année, qui discutons toute l'année avec les industriels dans les territoires, sur les différentes filières, à chaque fois, on sent une contraction du marché. On sent que on n'est plus sur une visibilité à 6 mois, ce qui était déjà pas énorme parce que quand on pense à l'aéro, l'auto, on est quand même plutôt sur des commandes plus moyen terme. Là aujourd'hui, tout se rétracte, tout se contracte, on bloque les investissements, on s'inquiète de savoir qu'est-ce qui va se passer. Vous le disiez tout à l'heure, l'objectif c'est de se dire mais est-ce qu'on va à nouveau ressentir cet élan qu'on sent depuis 2017 Sébastien Lisée, France Relance, plan 2030, les industriels retrouver de la joie, de l'engouement, les médias, merci beaucoup d'être là aujourd'hui parce qu'on a besoin de vous, on a besoin que vous mettiez en lumière ces talents, ces passions de l'industrie et l'engagement parce que c'est des hommes et des femmes qui se battent tous les jours au quotidien et c'est vrai que là, ce contexte-là, tout de suite ça inquiète parce que l'industrie elle a besoin d'être soutenue par du financement, soutenue par de l'accompagnement, de l'engagement et la politique elle compte pour beaucoup donc oui on a une contraction. Allez tout de suite les 3 mots dans l'actu, c'est avec Christine Bouillot. Les vraies voix Sud Radio. Les 3 mots, je peux en avoir 4, parce que je suis pas là souvent. 3,5. Allez, 3,5. Il y a un hommage. On va parler impôts, on va parler de guerre totale et de Chikirou. Ah, très bien. Allez, le premier. Un hommage, en effet, on avait envie ce soir dans les vraies voix de rendre hommage à une personnalité qui a fait beaucoup pour le petit commerce. C'est Francis Palombi, le président de la Confédération des commerces de France. Et il s'est éteint en fin de semaine dernière à l'âge de 76 ans. Alors ce Lozérien, c'était un défenseur acharné des petits commerces, ces commerces de proximité qui souvent, on le sait, font un peu plus que simplement être un commerce dans les coins les plus reculés. Les petits commerces, c'est 1 million d'emplois, c'est 450 000 entreprises partout sur le territoire. Il était leur voix et leur défenseur et souvent il venait dans cette émission, c'est une vraie voix. Très souvent. Francis Palombi, alors voilà, il mâchait pas ses mots surtout et ce soir, à l'occasion de ce salon de l'industrie, on avait envie de lui rendre hommage. Et à sa famille, bien sûr. Et à sa famille, absolument. Le deuxième mot, ça fait mal, impôt. Le mur de la dette est devant, projet de loi de finances 2025 en préparation et nous avons un nouveau gouvernement tout neuf, mais qui doit trancher très vite, hausse ou pas des impôts. A priori, on va avoir une hausse, mais pour les entreprises, rien n'est tranché. Ce matin, le patron des patrons, Patrick Martin, président du MEDEF, a déclaré qu'il n'était pas opposé à une fiscalité exceptionnelle pour redresser les comptes publics, mais à 2 conditions. Ça fait 3, ça c'est 3 doigts. J'ai fait 3 doigts. 2 conditions, je sais plus compter à force. Que l'État fasse un effort aussi bien supérieur, dit-il, que celui qui sera demandé aux entreprises et que ces impôts ne viennent pas handicaper la dynamique des entreprises de création d'emplois dans une période plutôt compliquée. Alors rappelons que le déficit budgétaire va dépasser les 6% du PIB en fin d'année. Et petit quiz, nouveau nom de notre nouveau ministre locataire de Bercy. Alexandre Antoine. Antoine Alexandre. Non, Armand. Armand, c'est vrai. Bravo. Justement, Sébastien Gillet ou Julie Voyer, encore une fois, quelque chose qui peut nuire quelque part à l'industrie en général, c'est cette hausse éventuellement des impôts et l'impact sera important. Oui, clairement, mais de toute façon, on le sait, l'impôt, c'est en effet ce qui peut à un moment donné gréver la productivité et donc le coût derrière à la fin du produit final, j'allais dire. Donc, en effet, quand on parle hausse d'impôt, il y a tout de suite une inquiétude et on est plutôt dans un allègement de charges quand on pense aux patrons, quand on pense aux industriels et aux entreprises en général. Donc, oui, je pense que faut qu'on se dise que potentiellement après, il peut y avoir un petit plan d'accompagnement, des financements nouveaux, peut-être des aides européennes, régionales. En 2017, le plan d'amortissement 2017 a relancé l'industrie en France. Mais on a enfin accompagné les entreprises pour les investissements sur du long terme, chose qui n'existait pas avant.
Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Des impôts de production ou des impôts de ce qu'on appelle de bas de bilan? Par exemple, l'impôt sur les sociétés qui augmenterait pour les entreprises qui gagnent de l'argent. Celui-ci. Mais ce qui nous fait peur, c'est de faire marche arrière et c'est de tout le travail qui a été fait depuis 7 ans qu'on fait write-off et on vient en arrière. Et ça nous fait peur. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est le temps. Allez-y. Oh là là. Alors là, c'est moins. On est moins. Oui, je sais. On parle de guerre totale. Hein. Les yeux du monde sont braqués depuis plusieurs jours, mais surtout aujourd'hui sur la situation au Proche-Orient et le Liban, avec cette offensive d'Israël, des bombardements massifs qui ont fait plus de 500 morts depuis lundi. C'est la communauté internationale qui craint maintenant, et les mots sont choisis, d'une guerre totale dans la zone. Un autre Gaza, selon même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La diplomatie internationale semble bien démunie et n'arrive pas à se faire entendre pour tenter d'apaiser les choses. Alors que s'ouvre le sommet de l'ONU, la France demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Un moment très attendu, ça sera le discours de Joe Biden dans quelques heures, son dernier d'ailleurs, à la tribune de l'ONU. Quels seront aussi les mots à cette même tribune du président iranien? En attendant, plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, ont demandé aujourd'hui à leurs ressortissants de quitter au plus vite le Liban par leurs propres moyens ou par des rapatriements. La géopolitique. C'est dramatique, ma chère Cécile, mais j'espère que Joe Biden ne se trompera pas de pays. Oui, ça, c'est vrai que la géopolitique a aussi un impact sur l'industrie, les conflits, ça aussi c'est compliqué. Dès qu'il y a un conflit, de toute façon, ça met tout le monde le pied sur le frein dans l'attentisme. On l'a vécu avec la guerre du Golfe, alors ça remonte il y a 30 ans, mais c'est quand même un exemple. La guerre d'Ukraine, notamment l'embargo sur la Russie qui a été un... Alors même si parfois les industriels n'ont pas attendu la guerre d'Ukraine pour déjà se orienter sur notamment les nouvelles énergies, etc., comment les faire travailler, mais en tout cas une guerre n'est jamais bon signe. Et oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous, en tout cas les chefs d'entreprise qu'on croise, à qui on discute, en fait, ils sont en crise permanente. Ils vivent dans la permacrise. Ils doivent gérer l'inattendu permanent. Depuis le Covid, on enchaîne les crises et on a beaucoup de respect avec Julie sur l'agilité des industriels. Ils ont toujours su rebondir. Le Covid, l'Ukraine et avant il y a eu encore plein d'autres choses. Ils ont toujours su réagir et anticiper. La crise de l'énergie et tout ça. Dernier mot, parce que j'en avais 4. Julie, allez-y. Julie voulait réagir. Non, c'était vraiment intéressant, Julie, ce que vous vouliez dire. Je sais pas. Allez-y, je vous dirai à la fin. Non, c'était aussi sur. On est aussi dépendant en termes de matières premières. On le sait, en France, on a peu de minerais. Donc, à partir du moment où on se parle n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Oui, on a des idées, c'est vrai. Un grand politique l'a dit il y a quelques années. C'était intéressant, Julie. Oui, c'est finalement. Je valide. Je retire ce que je viens de dire. Je valide. Merci, Cécile. Dernier mot, pas des moindres, c'est Sonia Chikirou qui est en des ennuis avec la justice. La députée France Insoumise a été mise en examen aujourd'hui pour escroquerie aggravée. Alors cette très proche de Jean-Luc Mélenchon est soupçonnée d'avoir surfacturé les services de son agence de communication à la France Insoumise lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Sonia Chikirou s'est vue notifiée dans les bureaux des juges d'instruction aujourd'hui, c'est selon nos confrères du Monde, 2 autres chefs d'accusation et pas des moindres. À celui d'escroquerie aggravée s'ajoute abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux. Alors ce soir, dans un communiqué, je m'arrêterai là, LFI a réagi en parlant d'acharnement judiciaire et médiatique insupportable. Philippe Bilger. Moi qui pensais qu'LFI, c'était la France intègre. Non, allez. Merci beaucoup. Laissons faire la justice, mon cher Philippe. Exactement. Attendez, là vous avez un expert en justice, mais oui. Ancien avocat général à la Cour d'assises de Paris. Oui, mais quand on dit laissons faire la justice, c'est qu'on la craint. À mon avis, Sophia Chikirou, elle a du souci à faire. Chikirou, pas Chikirou. Chikirou. Merci en tout cas, Christine. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur cette France qui se relocalise peu à peu avec ses industries pour renforcer sa souveraineté économique, de la dynamique. Parce que c'est à la mode aujourd'hui de répéter 3 fois la même chose. Oui, probablement 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Troisièmement, le plein emploi. Alors parlons vrai. Croyez-vous que la croissance sera verte ou ne sera pas? Craignez-vous qu'en verdissant trop notre outil de production, on perde notre compétitivité? Et à cette question, réindustrialisation peut-il rimer avec développement durable? Vous dites oui à 62%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité sera Grégory Delmer, directeur commercial de Aloès, traitement des eaux. Allez, on fait une petite pause. Merci de votre fidélité à Sud Radio et au Vrai Voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Mon programme, 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
On est bien ici. On est à Toulouse. Au Meet. Au Meet. Ah oui, parce qu'il y a EET, vous voyez, Meet, rencontre, je l'ai prononcé à l'anglaise. Ouais, et au salon du CPM. Absolument, au salon du CPM, qui est le salon de l'industrie avec toute l'industrie de A à Z. 700 acteurs aujourd'hui, plus de 350 nouveaux pour cette édition. Sébastien Gillet est avec nous, président de du salon GL Event, et Julie Voyer est avec nous, la directrice du salon. Un salon qui démarre, Julie, sous les meilleurs auspices, j'ai envie de dire. Il y a du monde, c'est dynamique. Le monde souriant. Il y a une dynamique positive. Il y a une dynamique positive parce que de toute façon, quand les industriels sont là, ils sont mobilisés, ils sont là pour mettre en avant leurs talents, leur innovation. On a 120 nouveautés quand même qui sont présentées à l'occasion du salon, donc ça reste un super moteur. C'est un moment où ils rencontrent leurs clients traditionnels, c'est un moment où ils viennent en chercher des nouveaux, c'est un moment où ils viennent recruter. C'est aussi important. On a à peu près une centaine d'offres d'emploi qui sont présentes sur le salon. C'est à un moment donné où ils viennent. Ils veulent pas embaucher Philippe David. Ça m'arrangerait. Perso, ça m'arrangerait. Ce fera un bon ambassadeur de l'industrie. Mais je vous manquerai, Cécile. Mais il faut que ce soit une industrie qui fabrique de la nourriture. C'est le seul problème. Alors, mais l'industrie agroalimentaire est présente ici. Oui, j'ai même été en voir quelques-uns. Ça m'étonne pas que vous soyez les voir, bien sûr. Allez, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. Est-ce que la France va arriver à se réindustrialiser? On se rappelle que c'était l'une des grandes ambitions d'Emmanuel Macron. On va mettre en place un crédit d'impôt industrie verte, c'est-à-dire les batteries, c'est-à-dire les pompes à chaleur, c'est-à-dire les éoliennes, les panneaux solaires, que ça permettra de déclencher 20 milliards d'investissements sur le territoire national d'ici 2030. Selon les chiffres du cabinet Trendéo, entre avril et août, les fermetures de sites industriels en France ont été plus nombreuses que les ouvertures, 10 usines en moins sur la période. C'est un retournement de tendance et c'est dommage. Mais on ne va pas utiliser l'argent du contribuable français pour accélérer l'industrialisation non européenne. Et donc la croissance verte, slogan maintes fois répété, c'était en 2018, relocaliser et verdir la production industrielle. Et si la France a ouvert des usines ces dernières années, cette réindustrialisation semble marquer le pas. Les cessations d'activité ont progressé plus vite que les ouvertures de nouveaux sites ces derniers mois, Philippe. Alors parlons vrai, peut-on verdir notre industrie si les autres ne le font pas, en restant compétitifs bien évidemment? Est-ce que les entrepreneurs sont prêts à ce verdissement de l'industrie? Et à cette question, réindustrialisation peut-il rimer avec développement durable? Vous dites oui à 62%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Grégory Delmer, est avec nous, directeur commercial de Aloès Traitement des eaux. Merci d'avoir accepté notre invitation avec finalement le traitement des eaux. Aujourd'hui, on parle de verdissement de l'industrie. Vous êtes un acteur aujourd'hui majeur sur ce sujet. On intervient auprès des industriels dans ce cadre. Le métier a vraiment évolué depuis 20 ans qu'Aloès est créé. L'aspect vert du traitement d'eau est très important. Le recyclage. Évoluer en quoi? Quand vous dites beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'on était moins regardant avant? On était beaucoup moins regardant. D'accord. Notre métier était de rendre l'eau disponible, utilisable dans l'industrie. D'accord. Aujourd'hui, on nous demande, et l'arrêté du 30 juin 2023, qui a changé et a remis en place beaucoup de choses, fait qu'aujourd'hui, on parle de réutilisation d'eau et on est quasiment obligé de réutiliser l'eau dans l'industrie si on ne veut pas être soumis ou obligé de suivre les mesures de restriction qui sont associées aux périodes de sécheresse et au niveau d'alerte des périodes de sécheresse. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des tests inopinés? Enfin, on vient regarder l'eau à des moments... X, Y, Z. L'eau est très contrôlée en France. L'industrie est très très contrôlée. L'industrie a vraiment évolué. L'industrie aujourd'hui, on parle de prélèvement, de consommation dans le milieu de l'eau. Il faut faire un distinguo entre les deux. On a environ, au niveau de la France, 30 milliards de mètres cubes prélevés sur la ressource. Et en consommation, c'est beaucoup moins, puisque la différence, c'est que la consommation, c'est l'eau qui est perdue sur le site.
Mais le but, pardon, je vous coupe, c'est de ne pas rendre l'eau potable. On n'est pas sur pas du tout. D'accord, c'est ça. Quand on veut réutiliser l'eau, la législation dit il faut que vous évitiez de rejeter l'eau. Il faut réutiliser l'eau pour la réinjecter dans l'industrie. D'accord. Donc ça nécessite. Donc on enlève quoi, les hydrocarbures on enlève les polluants qui sont amenés par l'industriel, qui sont pas forcément très très graves, mais qui nécessitent et qui ont des enjeux importants parce que il faut que cette eau, pour être réutilisable, ait des équipements importants. Mais après, on peut la réutiliser, par exemple, pour refroidir les métaux dans la métallurgie, nettoyer les machines, etc. Oui. Philippe Bilger. Est-ce que cette conciliation a opéré entre l'industrie et le verre, sans référence à Marine Tondelier, vous avez compris, est-ce qu'elle est facile à faire? Non. Techniquement, il n'y a pas de limite. On fait ce que l'on veut quasiment avec l'eau. Par contre, il y a une réalité économique. Quand on recycle de l'eau, c'est plusieurs dizaines d'euros le prix du mètre cube, alors qu'une eau de ville, si elle coûte 3 euros, donc ça engendre des coûts très très importants. Est-ce que si on verdit trop notre économie, tiens, par exemple Julie Voyer, ça risque pas de taper nos entreprises en termes de compétitivité par rapport à des pays où on fait tout et n'importe quoi? J'allais dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles n'ont pas le choix de prendre en compte les règles et les normes et les lois. Exactement. Donc en effet, c'est une nécessité. Après, en effet, c'est toujours la même chose. C'est la compétitivité par rapport à l'Europe et puis par rapport au monde. Parce que quand on se parle du coût de la fabrication et quand on compare avec les États-Unis ou avec la Chine pour prendre le secteur de l'automobile par exemple ou d'autres, c'est vrai qu'on perd forcément sur ce jeu de la compétitivité. Donc c'est trouver les bonnes associations et c'est pour ça que je pense qu'aussi il ne faut pas qu'on néglige tout l'accompagnement que le gouvernement a mis en place et toutes les aides qui sont nécessaires. Il faut trouver ce juste équilibre sur privilégier peut-être des produits faits en Europe, privilégier des produits qui sont faits en France, privilégier aussi la réutilisation, la revalorisation. Là aujourd'hui, il y a plein d'initiatives qui sont portées par du VNDH. On parle beaucoup des 3R. Hein. Donc je pense que c'est des enjeux qui sont nécessaires. Après, en effet, forcément, il y a un coût associé. Donc comment concilier compétitivité et derrière, en effet, prix honnête derrière dans les utilisations. Sébastien Les Gillet. 3 R, c'est réduire, recycler, réemploi. C'est une nouvelle fois un vrai cap, enfin que les industriels. C'est ce que je fais avec Philippe David, hein, je vous le dis tout de suite. avec les deux. Ah ouais. Grégory, oui. Christine, non, mais c'est intéressant. Mais non, allez-y. Non, mais Philippe posait une question sur est-ce qu'on peut réindustrialiser en étant compétitif. Il y a des chiffres récents qui viennent de tomber qui montrent que le fait que les entreprises se lancent, on va dire dans le green, c'est pas que de la RSE et de la façade, c'est qu'elles ont un gain de compétitivité à l'arrivée. Ce que je pense, alors après je me tourne vers le spécialiste, c'est que recycler l'eau de sa propre entreprise, c'est peut-être de l'eau qu'on va pas refacturer, qu'on va pas se voir refacturer. En tous les cas, ça coûtera à terme, parce que c'est une ressource finie, hein, à un moment donné, quand il y en a plus, il y en a plus. Ça coûtera certainement moins cher d'être déjà précurseur de toutes ces techniques-là que d'attendre le mur de la sécheresse ou du manque d'eau, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y aura des guerres d'utilisation entre l'agriculture, l'urbanisation, les habitants, les loisirs, le tourisme, etc. Il faudrait bien que tout le monde se partage la même ressource. Mais avant cela, pardon, Grégory Delmer, c'est l'investissement qui est colossal. Il y a plein d'entreprises qui aujourd'hui ne peuvent pas anticiper ces investissements. L'arrêté du 30 juin s'applique à toutes les sociétés qui consomment plus de 10 000 mètres cubes par an. Donc c'est beaucoup de sociétés. Oui. Vous êtes une ancienne société où rien n'était prévu, puisque c'était pas la priorité. C'est bête, mais aujourd'hui on va nous dire on veut récupérer l'eau à un endroit, on va nous dire oui mais il faut tirer 100 mètres de tube pour l'amener à un autre endroit, c'est trop cher. Donc pour les sociétés qui sont en place, ça peut être très cher pour des gains très réduits. Ça peut coûter la vie d'une entreprise ? Ça peut coûter la vie des entreprises. Ouais. Ouais. Alors, il existe des modalités pour sortir de cet arrêté, puisqu'il y a deux lignes qui sont consacrées. La réutilisation d'eau et prouver qu'on a fait des économies sur le prélèvement depuis 98. Donc ça donne un moyen de sortir ce décret, cet arrêté sécheresse. Certaines sociétés, aujourd'hui, quand on leur demande d'économiser 25% d'eau, qui sont de l'eau utilisée sur le process, ils n'ont pas d'autre moyen que réduire leur activité. Quand bien même les carnets de commandes sont pleins.
Julie, voyez. Oui, c'est aussi un des sujets, c'est-à-dire que là, il y a un gros enjeu, c'est piloter mieux sa consommation. Donc en effet, l'efficacité énergétique, et il y a beaucoup d'industriels qui sont dans ces solutions concrètes, c'est comment on réduit notre impact carbone, comment on réduit notre CO2. Donc c'est aussi piloter tous ces flux, c'est aussi piloter toutes ces consommations pour les optimiser. Et vous le disiez tout à l'heure en introduction, en effet, on a fait aussi beaucoup de gaspillage. Donc il y a une prise de conscience collective et il faut qu'on fasse attention à nos ressources, il faut qu'on fasse attention à derrière, après, la façon dont on pilote son site industriel et bien évidemment l'énergie qu'on consomme dessus. La transition énergétique, c'est 300 à 500 000 emplois dans les 20 ans. Donc on va être obligé et il faut le faire. Et c'est pour ça que c'est pas incompatible avec la question du jour. C'est qu'il faut absolument qu'on y passe tous. Et le plan de France Relance 2030 est là pour accompagner les TPE, PME. Alors je dis pas que tout est bien fait encore, mais il y a quand même 30 milliards qui ont été injectés pour la transition énergétique quand même. Alors l'auditeur du jour qui parlait de l'eau est avec nous. C'est le local de l'étape. On va dire avec vous, Christine Bouillot. Oui. Frédéric de Blagnac, on vous écoute, cher Frédéric. Il est noble. Oui, Frédéric de Blagnac, oui. Frédéric de Blagnac, oui, non, effectivement, le sujet de l'eau est un sujet qui est je dirais, récurrent, permanent dessus. Après, je crois qu'il faut inciter non seulement les entreprises, mais les collectivités. Puisqu'on est à Blagnac, je pense que la mairie de Blagnac a été un peu précurseur, ne serait-ce que dans l'utilisation du recyclage des eaux pour les voies publiques. Oui, ne serait-ce que cela. On est toujours à Blagnac, donc l'aéroport de Blagnac, qui a également mis un dispositif qui était assez précurseur à l'époque au niveau de l'aéroport, pour le traitement et le recyclage des eaux et notamment des hydrocarbures. Donc il y a des possibilités. Mais c'est vrai que au-delà de l'industrie, il faut aussi inciter, je dirais, le particulier. Je suis un particulier et je consomme une quantité d'eau potable que je pourrais éventuellement me dispenser, ne serait-ce que dans les toilettes ou pour d'autres usages, ou même on a tous des petits jardins, etc. Nous ne sommes pas responsables de ça, Frédéric. Malheureusement, l'eau potable dans les toilettes, on ne peut pas faire grand-chose en fait. Alors qu'on pourrait parfaitement l'eau de la machine à laver ou du lave-vaisselle, par exemple. Voilà. Oui, mais il suffirait simplement. Tout dépend de la durée des douches de Philippe David aussi. Oui, c'est voilà. Mais il y a de la surface en même temps. Que dans les constructions nouvelles, lorsqu'on parle de construction nouvelle, on parle de BBC, de nouvelles normes technologiques, etc. Il suffirait également que dans les constructions nouvelles, on mette des systèmes qui permettent, dans ce cas-là, de récupérer les eaux usagées de la machine à laver, etc., enfin peu importe, et de l'utiliser dans les toilettes, dans toutes les constructions. Il y a 150 000. On a fait en 2022 150 000 logements neufs. En 2023, catastrophe, moins 63%. Mais peu importe. Dans les logements neufs, on parle de BBC, on parle de RT 2012, de RT 2020, RT 2030. Pourquoi ne pas déjà mettre au niveau du constructeur immobilier cette prérogative de réparation d'eau usée pour les particuliers, mais également pour la collectivité, des récupérateurs sur le poids, etc. Réaction de Christine Bouillot. En espérant qu'on ne mettra pas l'eau des toilettes dans la machine à laver. Oui, par exemple. Et non, l'inverse, Christine Bouillot. Une remarque, vous permettez, Frédéric de Blagnac, je suis allé tout à l'heure en salle de sincérité à l'aéroport de Blagnac et les urinoirs sont sans eau désormais. C'est la preuve qu'on peut faire des économies d'eau. Absolument, c'est marqué. C'est quoi, c'est une soufflerie? Je sais pas, j'ai pas été analysé. On n'ira pas voir, nous, personnellement. Non, mais j'ai trouvé ça très bien. On est très content pour vous en tous les cas. Mais non, mais voilà. Vous aviez l'air bizarre tout à l'heure. Je vous en prie. Mais c'est vrai que c'est quand même très bien si on peut faire des économies d'eau dans des sites énormes comme l'aéroport de Blagnac, de Roissy, de ce que vous voulez. Cette intimité avec Philippe David. Oui, c'est très bien. Christine Bouillot, justement. Non, mais ce que dit notre auditeur, il a raison. C'est vrai qu'on peut se poser la question sur l'utilisation, mais moi, ce que je voulais poser comme question à notre invité à Thierry, c'est à Grégory, pardon, sur l'utilisation on va dire de ce décret. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ce décret? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu zappé. On a eu un été pas top. Il a beaucoup plu le soir de la cérémonie d'ouverture des JO et il pleut pas mal. Mais ce décret a quand même une importance capitale pour l'ensemble de l'industrie. Pour l'industrie, c'est aujourd'hui le sujet de conversation numéro 1 dans mon niveau, qui est le traitement d'eau. Donc l'arrêté date du 30 juin 2023, avec une note d'application qui est sortie le 5 juillet. Donc c'était très rapide. Ah oui, c'est maintenant. C'est dans la pratique, c'est très compliqué. Il y a un gros pouvoir au préfet qui est donné à ce sujet. Donc cet arrêté relatif, alors le terme je l'ai noté, aux mesures de restriction en période de sécheresse portant sur les prélèvements d'eau. Donc en fonction des régions,
en fonction de l'état hydrique de la région, des états des ressources, le préfet va décider d'un niveau d'alerte. Il y a 5 niveaux d'alerte qui vont de normal à crise. Et en fonction de ces niveaux d'alerte, les industriels, donc qui consomment plus de 10 000 m3 par an, doivent faire des économies sur leur prélèvement, on va résumer, sur leur consommation d'eau, qui vont de 5 à 25%. Donc c'est un ralentissement de la production. Donc aujourd'hui, ils travaillent sur quelle méthode qu'est-ce que je dois mettre en place si je dois réduire de 25% mon prélèvement d'eau. C'est leur quotidien. Certains y arrivent en mettant en place il y a 2 portes de sortie, on va dire, à cette application, qui sont les économies d'eau prouvées depuis 98 à plus de 20%, ou la réutilisation d'eau, qui représente au moins 20% du prélèvement. Mais est-ce que ça veut dire qu'in fine, penser une alternative à l'eau, de la soufflerie, je sais pas... Il y a des process où on ne peut pas se passer de l'eau, clairement. D'accord. Ouais. Par exemple, pour refroidir en métallurgie, quand on refroidit, on est obligé d'avoir de l'eau. Quand vous sortez de l'acier d'un haut fourneau, il n'y a pas le choix. L'eau, c'est le parent pauvre de l'usine. L'eau, sans eau, il n'y a pas d'industrie. Toutes les industries sont collées aux grandes ressources d'eau. Les sodas sont fabriqués avec de l'eau, par exemple. L'industrie, il faut quand même que les gens entendent que ce n'est que 5% de la consommation d'eau française. C'est bien de le dire. Oui, c'est important de le dire. C'est 8% des prélèvements, 5% de la consommation. Ouais, ce qui est très peu quand même. C'est ridicule. Pardon de vous poser une question de profane, mais depuis quelques années, on entend des esprits beaucoup plus évolués que le mien dire que le problème capital d'aujourd'hui, c'est l'eau. Est-ce que c'est vrai, ça Au-delà de l'industrie, bien sûr. Aujourd'hui, il y a une pression sur l'eau, c'est certain. Maintenant, il y a... Tirer à boulet rouge sur l'industrie, c'est facile. Ah oui. L'industrie va pas s'arrêter, va pas râler, va pas se mettre en grève, va continuer, va chercher à tirer des profits. Mais ils n'ont pas le choix d'appliquer ce qu'on leur explique. Va se réinventer surtout, c'est important de le dire. Et si c'est un frein à la réindustrialisation, il y a des régions qui vont être en crise répétée. Il y a des régions qui vont avoir du mal à attirer des industriels. Parce qu'ils auront besoin d'eau pour travailler. D'accord. Le mot de la fin, Sébastien Gillet ? Non, je trouve que ça fait partie d'une vraie voie, en tout cas de ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. Que l'industrie a été souvent critiquée, pas à juste titre, malheureusement, et que c'est bien qu'il faut beaucoup de pédagogie. Et là, il y en a beaucoup de pédagogie sur la problématique de l'eau. Il y en a sur l'énergie, il y en a sur le RSE, il y en a sur tellement de choses. On pourrait passer presque une semaine entière. Moi, je vous invite en tout cas à rester la semaine entière ici. Avec plaisir. Ne nous cherchez pas trop. Par contre, Philippe Bilger a dit quelque chose qui n'était pas censé, à mon avis. Il a dit qu'il y avait des esprits plus évolués que lui, et je ne vois pas... Il parlait de nous. Ah bon, c'était par pure modestie. En tout cas, merci beaucoup Grégory Delmer d'avoir été avec nous, directeur commercial de Aloès Traitement des eaux. C'était passionnant, merci beaucoup. Dans un instant, on est au pic de l'intelligence de l'émission. Le qui c'est qui l'a dit. Rien que le mot vous donne un petit peu le niveau de l'émission. Et c'est un quiz spécial industrie. Alors attention, celui-là, il est effrayant. Oui, absolument. Et Grégory, on gagne quoi ? Qu'est-ce qu'on gagne ? La joie de nous parler déjà. C'est déjà pas mal de nous approcher. C'est le Graal. Oui, vous gagnez l'estime des autres. Allez, on va raccrocher l'antenne parce qu'ils disent n'importe quoi. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplex, j'adore, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes en direct du plus grand rassemblement industriel du Sud-Ouest et on est ravis d'être là, le salon CPM, en synergie avec le CFIA au Mythe de Toulouse. C'est jusqu'au 26 septembre et avec nous comme invité, c'est vraie voix, même j'ai envie de dire Sébastien Gillet qui est avec nous, président du salon Jalivette, et Julie Voyer, directrice du salon. Ça va, ça se passe bien ? Très content. On s'occupe bien de vous ? Très content. Ils ont des petits gâteaux devant là. C'est le plus beau jour de votre vie, c'est un peu ça. Ça fait du bien. Ça fait non mais vous pouvez le dire. Julie est encore jeune, donc elle a encore plein de belles choses à vivre. Non, oui, ça va, oui. Allez. C'est de la jalousie. Regardez-vous dans une glace, vous verrez qu'une jalouse. Allez, est-ce que notre auditeur chéri est avec nous ? Oui, je suis là. Ça va, tout bien ?
Bah écoutez, pour l'instant, tout va très bien. Ah bah allez-y, lancez le jingle. Allez, c'est quoi comme jingle? Qu'est-ce qu'on va avoir dessus? Bah, c'est qui a dit Kikadiki. Kikadiki. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Excellent, le Kikadiki. C'est une nouvelle version, le Kikadiki. Allez Frédéric, écoutez bien. Alors on laisse répondre Frédéric avant, en premier. S'il n'a pas la bonne réponse, vous pouvez y aller. Alors ce ne sont que des grands industriels ou grands entrepreneurs mondialement connus. Et vous avez dit quoi déjà, ce qu'il a dit? Non, c'est quoi? Kikadiki. Façon Frédéric, écoutez bien, 3 points. Parlez de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi. Qui a dit ça? Très grand entrepreneur français. Ah non, on laisse Frédéric répondre. Non, il est mort depuis très longtemps. Mouru ou pas mouru? Non. Mouru. Grand industriel avec une marque qui avait des chevrons. Citroën. Bonne réponse de Frédéric. Bonne réponse, exactement. André Citroën. Qui c'est qui l'a dit ou qui a dit quoi? Les opportunités, c'est comme les autobus, il y en a toujours un autre qui arrive. C'est un grand entrepreneur anglais qui a réussi dans plein de domaines. Rockefeller? Non. Allez-y. Murdoch? Non. Virgin? Bonne réponse, Richard Branson. Richard Branson, fondateur de... Et là, on voit la Virgin. différence de niveau. Ah bah ouais. Voilà. Avec Philippe Bilger. Moi, je connaissais Charles. Mais Richard Branson. Question, qui c'est qui l'a dit, Frédéric? 3 points. Les 2 choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise, sa réputation et ses hommes. Alors, c'est un entrepreneur mondialement connu, sa marque existe encore aujourd'hui, il est américain et son nom sert même à un concept de production. Oui. Taylor. Non. C'est pas Buffett? Non. Frédéric? Non. Kane. Non. Allez, son prénom est Henry. Fort. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit le premier. C'est qui l'a dit le premier? C'est moi. C'est qui l'a dit. Je suis désolé, le point va à Frédéric. Pour Frédéric. 3 points pour Frédéric. Moi je demande la VAR là quand même. Je voudrais la VAR. Elle est en panne. Qui c'est qui l'a dit? 3 points, Philippe. L'innovation est une alliance entre recherche, marketing, instinct, imagination, produit et courage industriel. Un très grand entrepreneur français d'une marque d'une marque mondialement connue dans l'agroalimentaire. Vous aimez les yaourts? Leclerc. Danone. Antoine Ribou, fondateur de Danone. Il est super bon. Il est très bon et il mange beaucoup de yaourts. Oui. Mais il a Blagnac aussi, vous imaginez. Mais je vais vous en apporter tout à l'heure au mythe. Qui c'est qui l'a dit, Frédéric? Écoutez bien, la vie industrielle est telle qu'il est impossible de fixer des seuils, des échéances. Alors, c'est un patron dont la marque, c'est une marque française, a la meilleure image de marque au niveau mondial. Et je peux vous dire qu'il n'est pas gonflé, celui-ci. Non. Michelin. Bonne réponse. 3 points. François Michelin. Allez, on en met une un peu compliquée, mais c'est 3 points. L'aéronautique n'a été ni une industrie ni une science, ce fut un miracle. Alors je vous dis qui c'est, c'est un Américain inventeur de l'hélicoptère moderne. C'est 42 points qu'il faut mettre là-dessus. Voilà. Ça commence par un S. Les hélicoptères de combat américains, beaucoup sont de cette marque. Ah bah oui, mais là vous c'est pas Rotaillon. Non. Alors Igor Sikorski, absolument. Ah ben le comble, je le savais. Mais j'ai cru il l'avait sur le bout de la langue. Pas lui. Bien sûr. Il fallait le dire. Mais oui, mais bon. Arrêtez de nous prendre pour des lapins de semaine. Écoutez bien, Frédéric, 3 points. La concurrence est toujours une chose fantastique et l'industrie informatique est extrêmement concurrentielle. Bill Gates. Ouais, bonne réponse. J'ai grillé la priorité. Je donne les points à Frédéric. Il a répondu pareil. C'est pas je lui donne, c'est qu'on vous les prend direct. Je lui donne. Je suis royal. Qui c'est qui a dit à 3 points? J'ai voulu élever à la gloire de la science moderne et pour le plus grand honneur de l'industrie française un arc de triomphe qui fut aussi saisissant que ceux que les générations qui nous ont précédés ont élevé aux conquérants. C'est un monument mythique de Paris, mais il n'y a pas que Paris. Frédéric. C'est moi qui dis ça, non? C'est pas bon. Est-ce que c'est un maréchal
Un ingénieur. Non, Un ingénieur Eiffel, peut-être. Gustave Eiffel, bonne réponse de Frédéric Hall. Gustave Eiffel, mais... On l'avait, hein, la réponse. Non, on l'avait. Il y a Frédéric, réclamation. Frédéric, vous avez joué un mauvais tour. Attention. C'est mieux comme ça, voilà. Allez, 3 points, Frédéric. Parfois, dans l'industrie de la mode, nous rencontrons des règles injustes, mais personne n'est obligé de les suivre. Un grand nom de la mode. Galliano. Non, c'est une femme. Une femme. Chanel. Non. C'est l'américaine. Non. Française. Française, ouais. Sonia. Bonne réponse, Sonia Riquel, le plus rapide. Sébastien Gillet. Je l'ai dit, Sonia Riquel, je l'ai dit il y a 2 minutes. Mais elle l'a dit. Je pars pas assez vite. Je veux l'avoir, je l'ai dit il y a 2 minutes. Il l'a dit il y a 2 minutes. Mais attendez, excusez-moi. Non, Frédéric, on l'a dit depuis longtemps. Il y a 2 minutes, on n'était pas dans le jeu. Donc arrêtez de tricher. Non, mais je l'ai dit. Dès qu'on a dit, je l'ai dit la semaine dernière. Et Sonia Riquel derrière. Vous comprenez pourquoi il y a la guerre dans le monde? Ok, bon, c'est Frédéric qui a gagné. Alors là, à plat de couture, ça lui fait 18 points quand même. Est-ce qu'on est arrivé à la fin du jeu, Philippe? Au niveau du timing, oui, largement. Largement. Les yaourts qui va amener Frédéric. On va se faire gronder, Frédéric, merci d'avoir joué avec nous. Vous avez gagné, bravo. Allez, des bons bisous à tous. Mais ce jeu est une offense personnelle. Frédéric, vous étiez un très bon candidat. Merci 1000 fois en tout cas d'avoir joué avec nous. Dans un instant, le journal, la météo, et on revient dans quelques instants avec le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix et le coup de gueule de Philippe David. Philippe David, quoi? Moi, ce sera un coup de gueule contre ceux qui ont tapé sur l'industrie depuis des décennies. D'accord, très bien. Et ils vont en prendre pour leur grade. Allez, à tout de suite, petite pause. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix en direct du salon de l'industrie du Sud-Ouest. Nous sommes en effet au CEPEM, au Parc des Expos, le mythe à Toulouse du jour. Philippe Gère qui a été très heureux de faire une escapade dans le Sud-Ouest, n'est-ce pas? Bien sûr, formidable. Et la seconde heure va être formidable également. Je suis sûr. Vous avez bien fait de prendre le micro pour dire ça. Je suis certain que Christine. Mais je vais essayer d'être moins original tout à l'heure. Nous sommes certains que Christine Bouillon est d'accord avec les affirmations de Philippe Bilger. Bah évidemment, c'est crescendo cette émission. Ça finit en feu d'artifice. Mon Dieu, quelle bande de faux cul. Et on a avec nous le directeur du salon, Sébastien Gillet, et le président du salon et la directrice du salon, Julie Voyer, pour parler évidemment d'industrie. Ça se passe bien, hein? Vous êtes content? C'est ce qu'on est en train de se dire. En fait, on a chaque fin de journée les petites statistiques qui donnent un peu. Alors, et pour le coup, elles sont plutôt positives et on est bien en augmentation par rapport à il y a 2 ans. Donc, allez, bien, on fait plus 13%. Non, c'est bien. Bravo. On n'aime pas trop dire dans notre métier au bout du premier jour, parce qu'on est superstitieux, on se dit, faut que ça continue. Mais là, je pense que l'énergie des vraies voix, ça va durer sur. Il y a beaucoup d'innovations dans ce salon de l'industrie et on se rend compte des entreprises se transforment, innovent chaque année. Quelques-unes peut-être qu'on va évoquer. On ne veut pas favoriser les uns ou les autres, mais une peut-être l'IA est rentrée dans l'industrie depuis quelques années, mais pas très très vieille. Et dans l'IA aujourd'hui, l'IA va permettre en tout cas de la maintenance préventive sur les machines. C'est qu'elle va détecter en fait des problématiques qu'il va y avoir sur les machines, qui va donner à l'opérateur ou opératrice, et on va forcément gagner beaucoup de temps pour ces hommes et ces femmes derrière les usines. Donc l'IA va pas remplacer les hommes et les femmes de l'entreprise, va être complémentaire aux hommes et femmes de l'entreprise. Va les aider, c'est ça. Oui, elle les rend plus intelligents, elle les rend plus compétents. Enfin, on l'utilise pour former parce que ça permet aussi à un moment donné d'analyser beaucoup plus d'informations et du coup d'avoir comme ça en mémoire tout un tas d'éléments qui permet à l'opérateur de se former, d'informer et du coup de devenir meilleur. Donc c'est un peu l'homme augmenté pour nous, l'IA, quand on regarde. Sur la pénibilité aussi peut-être. Bien sûr, avec l'exosquelette va permettre aussi de limiter encore un maximum le temps. Alors c'est pas forcément une nouveauté qu'elle existe, mais elle a amélioré chaque année pour une nouvelle fois permettre en tout cas de limiter les maximums de TMS. Un petit peu plus peut-être dans l'agro. Le musculo-squelettique pour les auditeurs. Philippe Bilger. Est-ce qu'elle n'est pas faite surtout, mais je le dis avec prudence, pour débarrasser des tâches
un peu inférieure en quelque sorte, qu'elle règle des problèmes. Philippe, on vous entend mal. Est-ce qu'elle risque de créer des problèmes d'emploi un jour? L'IA. L'IA, je crois pas, parce qu'en fait, on dit souvent que, et vous l'avez dit en introduction, Cécile, tout à l'heure, c'est que 85% des métiers dans 15 ans, on les connaît pas encore aujourd'hui. Donc il faut juste penser que l'industrie va pas détruire des métiers, contrairement à ce qui a été dit il y a 30 ans, mais on va pas revenir dessus. Elle en crée des nouveaux. On les connaît pas, mais elle va les métiers qu'elle va créer, elle va juste accompagner les hommes et les femmes dans l'usine sur les métiers, la pénibilité, sur l'attractivité des métiers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça intéresse plus les jeunes. On parle de digitalisation, on parle de robotisation. Ces métiers aujourd'hui parlent beaucoup plus aux jeunes, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui de fait de réindustrialiser la France avec ces jeunes et de l'attractivité des métiers. Et même la reformation, c'est-à-dire formation continue. 180 000 postes à pourvoir dans l'industrie, et même si vous avez raison, en effet, on est dans un petit creux industriel, mais il y a quand même encore 180 000 postes à pourvoir dans l'industrie. 180 000, c'est énorme. Allez, tout de suite, un coup de gueule peut-être de Philippe David. Ouais. Et donc, comme remettre le clocher au milieu du village, même si ce soir, comme nous sommes à Toulouse, un très grand village, et donc un coup de gueule contre ceux qui, pendant des années, alors que nous sommes au salon CEPEM, le salon de l'industrie du Sud-Ouest, qui tient jusqu'au parc des expositions Mid Toulouse. Oui, j'ai envie de pousser un coup de gueule contre tous ceux qui ont voulu que tout le monde exerce une profession de colle beaucoup plus de bleu pour faire tourner une usine. J'en veux tout autant aux mêmes qui iraient et qui considèrent encore qu'un jeune ne doit pas faire en apprentissage parce que c'est un échec dans quasiment tous les cas à l'emploi, bien plus en tout cas qu'un bac plus X en sociologie, psychologie ou archéologie. J'en veux tout autant à ceux, mais ils n'étaient pas du même côté de la barrière, qui affirmaient haut et fort rêver d'une entreprise sans usine. Une théorie qui a mené des industrialisations massives et la déroute pour certaines entreprises dont les dirigeants avaient fait ce choix. Alors maintenant, après des décennies d'errement, on nous parle de réindustrialisation. Bien puisque l'industrie ne représente aujourd'hui plus que 9% du PIB en France, c'est-à-dire le niveau de la Grèce. Mais pour y répéter aux tous ceux qui veulent tenter l'aventure que l'industrie aujourd'hui est verte par des usines, ainsi que pour l'avoir vécu pendant la majorité de ma vie professionnelle, celui ou celle qui met le dernier patte à la fabrication avant emballage a toujours ou presque un rictus de fierté. Alors vive l'industrie. Philippe déjà. C'est très bien ce que vous avez dit, Philippe, mais je ne vous aime pas avec cette manière dont vous évoquez tout le temps la nourriture. J'ai terriblement faim. Pourquoi êtes-vous obligé de parler de pique-nique? Julie Voyer ou Philippe Bouillot. Oui, alors l'industrie, mais en même temps, il y a des choses qui se mettent en place. Enfin, vous dites ceux qui... il faut quand même reconnaître qu'il y a eu une erreur d'aiguillage à un moment donné, mais qui n'est pas liée finalement, j'allais dire, à des personnes en particulier. Des dirigeants politiques. Serge Tchuruk, l'entreprise sans usine, on voit où il a mené Alcatel. Oui, c'est que il y a ça d'une chose, mais après la mondialisation a fait que nos usines sont parties parce que on produisait moins cher ailleurs, mon cher ami. Donc voilà. Et deuxièmement, il y a des familles d'ouvriers qui vous disaient je n'ai pas envie que mes enfants aient la même vie professionnelle que moi. Donc il fallait aussi que les entreprises deviennent, je pense, attractives. Et moi je me suis baladée dans le salon ici, j'ai posé des questions à droite à gauche. Et beaucoup disent c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre, c'est qu'il y a des très belles, on va dire, des très belles opportunités, des très beaux parcours, de belles carrières, de belles aventures à connaître. L'industrie n'est plus la même. Hein. Et l'industrie n'est plus celle qu'on connaît. Quand on parle d'IA, de technologies nouvelles, etc., c'est un autre monde aujourd'hui dans le monde industriel. C'est plus dans l'imaginaire collectif. Absolument. Demandez à un père ouvrier ou une mère ouvrière s'ils ont envie que leurs enfants fassent le même métier qu'eux, ils vous diront non. Donc c'est ça la difficulté. Julie Voyer. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs sujets par rapport à ça, et en effet, l'attractivité de l'industrie, pour moi, c'est un des fondamentaux. C'est que on a 2 à 3 millions d'euros qui sont investis dans la formation industrielle par an, et aujourd'hui, on a 50% des jeunes à la fin du circuit qui quittent l'origine en fait du métier industriel pour lequel ils sont, parce qu'à un moment donné ils n'arrivent pas à se projeter. C'est 2 ou 3 milliards. 2 ou 3 milliards. Oh, vous avez 10 millions, c'est pour ça. Pardon, excusez-moi. 2 ou 3 milliards. C'est pas pareil. Et non, c'est pas pareil, il y en a un petit peu plus. Et ces 2 ou 3 milliards, derrière, c'est comment on capitalise
capitalise, comment on donne envie. Donc en effet, il y a plein de choses. Il y a rendre l'industrie plus féminine. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Il y a des mentorats qui sont mis en place. Il y a des associations comme Elle Bouge. Elles ont sorti d'ailleurs aujourd'hui une étude justement pour montrer à quel point on avait des problèmes de perception aujourd'hui. On a tendance à éloigner les jeunes filles des filières scientifiques. On a tendance à éloigner l'école a un rôle. Les parents d'élèves, bien évidemment, ont un rôle. Et aujourd'hui, en plus, il y a des choses qui sont fondamentales. C'est que dans l'industrie, on est payé entre 20 et 30% mieux pour un métier équivalent que dans une autre filière. Et ça, c'est hyper important parce que, en fait, aujourd'hui, c'est important de se dire, c'est rémunérateur, c'est porteur. C'est plus les mêmes enjeux de pénibilité, c'est plus les mêmes métiers forcément manuels. En effet, il y a des équipements autour, il y a en effet du numérique qui intervient. On pilote plus du tout une usine comme on l'a piloté avant. Avec Sébastien Gillet, avec la possibilité surtout d'être en France ou même à l'étranger. Que vous pouvez venir un after dans votre entreprise et travailler dans différentes villes, dans différents pays. Ça c'était pas possible une nouvelle fois il y a 20 ans, 30 ans, mais je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe, c'est un exemple concret, parce que moi j'ai 52 ans et j'étais pas très bon à l'école et mon père me dit tu finiras dans une usine. Voilà, et c'est l'image qu'il faut complètement aujourd'hui rayer, mais qui commence à se rayer, parce que une nouvelle fois, Julie l'a dit, les parents d'élèves, on les invite sur les salons, donc ils se rendent compte aujourd'hui que l'industrie n'est plus celle de Zola. Les Allemands aujourd'hui, qui sont mono-industrie, très automobiles, nous on les multi-industries, on parle de nucléaire, on parle d'aéronautique. Automobile et machine-outils, les Allemands. Hein. Oui, mais la machine-outils pour l'automobile, mais quand vous allez en France aujourd'hui, vous parlez de pharmacie, vous parlez d'agro, vous parlez de nucléaire, vous parlez d'aérospatial, et c'est important parce que ça veut dire qu'on est multi-industrie aujourd'hui. Et ça, c'est une force nous on doit avoir en France, que l'Allemagne n'a pas. Une nouvelle fois, je me lève pas le matin en comparaison à l'Allemagne, mais Der Spiegel a dit quand même il y a 6 mois, la France et l'Allemagne ont mieux. Bon, c'est il y a 6 mois, vous allez me dire, mais c'est quand même déjà bien. Mais on prend. C'est une petite victoire que l'Allemagne dit ça. C'est vrai, Christine Bouillot, rien que le mot usine, on l'utilise de moins en moins. Ouais, ça c'est moi. Il s'efface. Et puis, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que comme on est à Toulouse, moi j'ai eu l'occasion de faire des salons ou d'aller voir des sous-traitants, notamment dans l'aéro, et il y a beaucoup de projets de reconversion, puisqu'on a allongé la durée de cotisation des retraites, etc. Et il y a beaucoup de projets de reconversion des quinquas, entre guillemets, qui ont envie de donner un sens à leur vie et qui se disent, je quitte le tertiaire, j'ai envie d'aller dans l'industrie, j'ai envie d'avoir un bleu de travail, de travailler avec mes mains. Et moi j'en ai croisé des femmes notamment, et qui sont parfaitement heureux. Et vous dites, et vous avez raison, les salaires sont beaucoup plus intéressants, parce que comme on trouve moins, comme c'est plus difficile le recrutement, effectivement les entreprises sont obligées de capitaliser sur leur talent, et donc de les payer un petit peu plus pour les garder. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. En direct du salon de l'industrie CEPEM de Toulouse. En direct du salon de l'industrie CEPEM de Toulouse. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est très heureux de vous accueillir en direct du plus grand rassemblement industriel du Sud-Ouest, le salon CEPEM au MIT de Toulouse, aujourd'hui jusqu'au 26 septembre, avec nos invités, Sébastien Gillet qui est avec nous, président du salon GL Event, et Julie Voyer, directrice du salon. Ça va toujours? On est très bien? Super. On est pas mal. Philippe Bilger est avec nous, Christine Bouillot est avec nous. Allez, tout le tour de table de l'actu des vraies voix. Envoyez les actualités, vous venez les voir dans la cabine. Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? Perdu de temps comme ça. Le tour de actualité. Bilger, votre tour de concerne Robert Ménard et ses propos sur le Hezbollah. Si vous le permettez, je vais prolonger en 1 seconde la réflexion du procureur tout à l'heure, puisqu'on a appris qu'Antoine Armand a été recadré par Michel Barnier et qu'il restera donc au gouvernement. Il a compris ce qu'on lui demandait. Recadré puisqu'il a dit que le Rassemblement national sortait du champ républicain. Et donc on pouvait se demander, il reste. Alors ça c'est fait. Pour Robert Ménard, c'est très rapide. Robert Ménard a dit « Je suis heureux que le Hezbollah ait reçu une claque de la part d'Israël » et il a ajouté « Je ne verserai pas une larme ». Alors évidemment, LFI a protesté, s'est indigné, mais moi je trouve qu'il a totalement raison. Et une fois de plus, Robert Ménard dit les choses vigoureusement, brutalement, mais il a raison sur cette affaire. Christine Bouillot. Oui, alors c'est toute l'histoire du conflit israélo-palestinien et qui déborde aujourd'hui sur le Liban, qui enflamme la classe politique française.
Et c'est vrai que de toute façon, il y a deux camps qui se font face ici sur le sol français au niveau politique, avec des objectifs différents. Donc c'est toujours délicat. Mais effectivement, Robert Ménard est dans sa position. On va dire, ça aurait été inimaginable qu'ils disent le contraire quelque part. Après, c'est courageux de dire ce qu'on pense dans ce conflit-là. Et c'était mon coup de gueule hier soir. N'oublions pas que le Hezbollah a quand même le sang de 58 parachutistes français. On est à Toulouse, siège de la 10e brigade parachutistes, 58 parachutistes français sur les mains, ça faut oublier, fût il y a 41 ans. Philippe Bilja. Je suis absolument d'accord. Et d'ailleurs, il n'y a pas réellement de discussion dans l'opinion publique. Franchement, on demanderait entre Israël et le tour de force technique qu'ils ont réussi avec les beepers et les talkie-walkie, qui va-t-on choisir? Il n'y a pas l'ombre d'un doute que c'est pas le Hezbollah terroriste qui emportera l'adhésion. Julie, vous vouliez revenir, vous, sur la transmission des savoir-faire, en fait, dans votre tour de table de l'actu. Peut-être qu'il faut remettre un petit peu ça en perspective. C'est vrai qu'aujourd'hui dans l'industrie il y a des savoir-faire très riches, mais j'allais dire même partout. Et la difficulté, c'est comment ces savoirs en fait peuvent aller de génération en génération, de personnes qui du coup vont découvrir des métiers. Souvent les anciens, on les voit, c'est des hommes et des femmes passionnés qui du coup souvent sont dans une oralité ou sont dans un art du faire. Et toute cette difficulté, c'est comment on fait en sorte que après eux, ça ne s'arrête pas. Après eux, il y a un avenir. C'est comment on pérennise. Alors les nouvelles technos peuvent le permettre parce qu'aujourd'hui, heureusement, on se parle de capitaliser aussi et d'enregistrer certaines compétences, mais c'est quand même toujours très très difficile et c'est pas si suffisant. Et il y a des fois aujourd'hui, et on le disait, les métiers de soudeur, notamment, ou les métiers de chaudronnier, et il n'y a plus de main-d'œuvre, il n'y a plus de savoir-faire. Donc, comment on fait? On parle des entreprises familiales, mais il n'y a pas de repreneurs. Comment on redonne encore envie? Et c'est comment on travaille. Alors, il y a les ponts, bien sûr, dans les entreprises, entre les différentes générations, mais aussi entre les entreprises et les écoles. Christine Bouillot. Sur ce sujet de la transmission, mais évidemment les savoir-faire. Et on disait, c'est que on en parlait tout à l'heure, mais je pense qu'il y a aussi une méconnaissance des métiers à l'intérieur des entreprises. Parce que quand vous demandez à une classe d'âge, en gros, à 18 ans, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire de leur doigt, ils vont vers des métiers qu'ils voient à la télé, quoi. Alors le pire, c'est quand ils disent je vais être influenceur. Bon, ça c'est quand on est parents, on a des gouttes, on transpire, mais pourquoi pas? Après tout, ça peut faire partie des métiers d'aujourd'hui. Mais la panoplie des métiers. Alors on a beau faire des salons, je pense qu'il y a une maturité aussi à obtenir et à avoir pour pouvoir faire un choix déterminé de ce que l'on veut faire. Mais la question, et vous avez raison, de la reprise des entreprises, c'est un plan social massif si c'est pas effectivement réussi au niveau du pays. Allez, vous restez avec nous. La suite du tour de table de l'actu, ce sera avec Sébastien Gillet. Il reviendra sur. Vous avez vu forcément ce jeune homme à l'ascension de l'Everest. On va en parler dans un instant. Bah oui, ça c'est une info. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct du salon de l'industrie CEPEM de Toulouse. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix en direct depuis le salon de l'industrie du Sud-Ouest, le CEPEM qui se tient le parc des expositions de tout nouveau, parc des expositions de Toulouse. Il a 3 ans, mais il est quand même tout nouveau. Ça va, Cécile de Ménibus? Vous avez la fibre industrieuse, vous, depuis longtemps. Oui, absolument. Et on s'est baladé tout à l'heure dans ce salon avec 700 acteurs incroyables, passionnants, avec des gens passionnés. Sébastien Gillet, l'occasion de parler 2 secondes avant d'aller sur votre tour de table de l'actu, justement de cette réindustrialisation française et cet engouement. Et on voit que le public, en tout cas, vient ici en nombre. Le public est là, on en a besoin. L'industrie, vous l'avez dit, Cécile, je l'ai dit, ce sont des passionnés. Et on oublie souvent que dans ce métier, si vous n'êtes pas passionné, c'est quand même compliqué, soit de faire la chaudronnerie, soit de faire le soudage, etc. Et que, une nouvelle fois, on le redit, et peut-être pas assez souvent, mais même si on le dit un peu plus aujourd'hui, et encore, comme l'a dit Julie tout à l'heure, merci à Sud Radio d'être là, merci de porter la voix aussi de l'industrie. On doit être fiers de nos industriels, de cette agilité, de cette résilience qu'ils ont eue pendant tellement d'années, que sans industrie, sans industrie, c'est un pays qui meurt. Sans écologie, il n'y a pas d'industrie. Sans agroalimentaire, il n'y a pas d'industrie.
Enfin, je veux dire que l'industrie, elle est partout. Dites aux jeunes aujourd'hui que l'industrie, elle est partout. Elle est dans les transports, dans la communication. S'il n'y a pas d'industrie, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas de 5G, etc., etc. Donc c'est important. Et c'est l'engagement de ces entreprises. En parlant d'engagement, revenons sur l'Everest. Cet engagement, alors ça, c'est un influenceur incroyable qui vient de sortir un documentaire. D'ailleurs, racontez-nous cette belle histoire que vous avez certainement vue, en tout cas. J'ai déjà vu 2 fois. Donc 2 fois en 10 jours, je suis bluffé par un jeune de 22 ans qui se met. Alors bien sûr qu'il y a plein de conditions, on en parlera dans quelques instants. Mais un jeune de 22 ans aujourd'hui qui est youtubeur, qui passe qui passe sa vie derrière les ordinateurs entre guillemets ou derrière des écrans. Il le dit lui-même. Il a une vraie autocritique envers lui et envers les jeunes d'aujourd'hui. Et puis qui se lance un challenge, comme on s'en lance tous des fois. Donc monter l'Everest, c'est sûr que ça paraît impossible. Il le dit encore à la fin de son reportage. Et il y arrive. Alors même s'il est entouré, même s'il a des sponsors, même tout ça, personne l'a quand même poussé pour monter les 8848. Oui. Il a été critiqué, je trouve pas à juste titre, parce que par de l'aigreur certainement, il a monté avec de l'oxygène. 99,7% des gens le montent avec de l'oxygène. Oui. Il a 22 ans. Il ne fait pas de sport. Je peux vous dire que je fais un peu de sport et je pense qu'autour de la table on l'a tous fait. L'Everest, c'est pas le Mont Blanc et je critique pas le Mont Blanc d'une certaine manière. Donc il a 22 ans. Donc on dit qu'il a pas mis en avant les Sherpas. Il les a fait venir à la première en France, les Sherpas. Et il en parle souvent dans son reportage que sans les Sherpas, il ne pourrait pas monter. Il dit, on parle de surtourisme. Il a mis en avant le surtourisme, une nouvelle fois, de l'Everest. Il n'a pas craché dessus, il n'a pas dénié, enfin il n'a pas fait du déni. On a parlé d'écologie. Il a montré aussi qu'en effet, monter à la montagne, c'était aussi récent avec ses déchets. Donc il a fait pour moi tout ce qu'on pouvait faire et la manière dont on pouvait aller à l'Everest. Il a donné la plus belle image aux jeunes, c'est poser le téléphone portable. Ne soyez pas aujourd'hui, et on l'est tous, par notre métier, par notre vie au quotidien. Et il le dit à la fin de leur reportage, il est parti 3 mois au Cuba pour se désintoxiquer, pour vivre autre chose. Et il a dit en fait, la vie, c'est de vivre autre chose et pas s'arrêter avec un téléphone portable. Et il finit par une phrase, je cherche pas à être le meilleur, je cherche à être le meilleur qu'hier. Et je trouve que ça, c'est la vie pour moi de tous les jours qu'on doit avoir dans votre métier. Très belle philosophie. Très belle philosophie. Il a 22 ans. Donc j'ai envie de lui tirer un grand coup de chapeau. Faites ça, Philippe, pour demain. Vous voulez que je grimpe l'Everest? Moi, je fais avec un patin parce que vous aurez du travail par rapport à... Sébastien, pardon, je vous ai coupé. Non, mais moi je redis, 2 fois en 10 jours, j'ai des jeunes... 2 fois 2h40 quand même. 2 fois 2h40, mais on l'a regardé, j'ai même pour vous dire, j'ai eu ma larme aussi à l'œil quand il a fini, parce que je trouvais qu'il donnait aussi une belle... Enfin, à ses parents, il a remercié tout le monde, et dans ces moments-là, je fais aussi du sport, et dans ces moments-là, quand on arrive au bout d'une histoire, déjà on se dit qu'est-ce qu'on va faire le lendemain, et je trouve qu'il oublie personne, et je trouve qu'il donne la plus belle image aux jeunes. Voilà, on croit pas souvent aux jeunes, on les critique souvent, et je suis le premier. Et lui donne la plus belle image que les jeunes peuvent avoir. Croyez en vous. C'est fou, ces détracteurs, forcément. Oui, alors ce qui lui est reproché, c'est ça, mais c'est de l'aigreur peut-être. Le documentaire s'appelle Kaizen. Kaizen, voilà. Et ça a été déjà vu plus de 300 millions de fois. Oui, 30 millions ou 300 millions. Sur YouTube, 30 millions. Pardon, j'en rajoute un zéro, mais c'est déjà énorme. Oui, c'est déjà énorme, mais l'aigreur, c'est une spécialité un peu franco-française, souvent, quand on réussit quelque chose. Mais comme vous dites, adresse un jeune de 22 ans, il s'adresse à des jeunes de 20 ans, de 22 ans, en disant levez la tête de votre téléphone. Et on est déjà nous intoxiqués, mais on arrive quand même un peu à gérer. Mais il y a des générations entières où on voit aujourd'hui les ravages que ça fait d'être de aujourd'hui les neurosciences avancent. Donc s'il peut lui nous aider à dire aux jeunes posez vos téléphones, levez la tête, ouvrez la fenêtre et allez dehors, waouh, on aura déjà réussi. Mais pourquoi votre avis, l'Himalaya qui a constitué le défi pour lui, c'est le Graal. C'est le Graal. Il le dit, il n'est pas alpiniste, pardon, mais en effet, il sait donner les moyens. Alors peut-être par des sponsors, mais je redis, pour faire du sport, personne l'a poussé. Et même s'il a des sponsors, il l'a fait et il a donné. Voilà, on doit avoir des rêves. Si on n'a pas de rêve, mais on pose le micro, on arrête tout. Je veux dire, il aurait pu choisir d'autres défis. L'Himalaya, il était déjà très intéressé par l'alpinisme, peut-être. En tout cas, il nous dit que non, il n'est pas sportif parce qu'il le dit clairement. Quand vous commencez la course à pied, vous courez 7 à l'heure à 145 pulsations, c'est que vous n'êtes pas sportif. Mais il part de rien, il arrive là. Donc aujourd'hui, c'est le message qu'on va donner à des gens de 22 ans, mais à des gens de 60 ans. C'est profitez. Alors, regardez le défi de Philippe, de tout faire pour ne pas passer dans la cuisine. Je ne le ferai pas. Non, mais chacun doit se mettre ses défis. Mais cette génération, Christine Bouillot, moi j'ai envie de la saluer parce que pour une fois, quelqu'un fait quelque chose d'un peu innovant et de courageux, parce que c'est quand même très courageux. On oublie de le dire quand même. Oui, alors c'est courageux.
c'est surtout c'est important de rappeler. On sort en plus d'une période des JO où on a vu quand même des athlètes qui ont fait rêver des centaines de jeunes aussi. Enfin, on voit les gamins qui, il y a rien sans rien en fait. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc je trouve que d'envoyer des messages comme celui-là. La critique est très 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 sévère quand même. Elle est sévère parce qu'en fait il va sur la jalousie. Il va sur quelque chose, il est vu, etc. Il y a de la jalousie peut-être, et on peut trouver des critiques, mais quand il est critiqué parce que la publicité du surtourisme, qu'est-ce qui est pire, une story Instagram de Kim Kardashian qui va vivre, enfin j'en sais rien. Attendez, j'ai réveillé Philippe Bilger. Non, mais ce que je veux dire, c'est que elle a des formes. Hein. C'est les jeunes qui parlent avec leurs moyens aujourd'hui des jeunes, donc c'est des critiques qui viennent aussi peut-être d'une génération qui se dit qu'est-ce qui vient nous. On a raté notre vie. Sébastien, vous pensez pas quand même qu'il y a un petit manque d'ambition à se faire un kick contre Philippe Bilger? C'est quand même quelque chose de plus exaltant. Mais je me contenterai d'élévation intellectuelle. Commencez par le Mont Ventoux, mon cher Philippe, avec Philippe Bilger en Sherpa. On sait jamais. Oh bah tiens, il va porter les sacs, c'est bien. Mais Julie, je crois que le micro, Philippe. Allez, 30 secondes. Julie. Non, juste ce que je trouvais important, c'est qu'en effet, c'est un exploit surhumain sportif qu'il faut absolument souligner. Mais c'est aussi un message presque philosophique. Il remet quand même aussi tout son travail, tout le cheminement qu'il a fait, tout ce qu'il a compris en justement, bien sûr, ayant cet effort physique incroyable, mais aussi c'est tous ces enseignements qu'il retire, toutes les valeurs qu'il a. Il repense en effet à sa famille, il repense à ce qu'il est, il repense à sa vie. On dirait presque qu'il a pris 10 ans d'expérience de vie par rapport à ça. Il revient à des essentiels, il revient à la terre après, il revient. Et ça, je trouve que c'est absolument fabuleux parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, tant qu'on vit pas l'expérience dans son corps, tant qu'on l'intègre pas, on n'arrive pas à faire changer le regard. Et j'espère que ce jeune-là, avec tout ce qu'il va faire passer comme message, il va aussi faire changer le regard des jeunes sur la société d'aujourd'hui. Merci de parler de Philippe David avec ces termes. Ça nous touche beaucoup. Vous avez compris, vive l'expérience dans votre corps. Mais Philippe, moi je vous incite à aller dans l'Everest. Vous voulez vous débarrasser de moi, absolument. Avec ou sans oxygène. Restez-y. Allez, restez avec nous. On fait une petite pause. C'est le Yeti. Votre humour me glace. Le Yeti de Sud Radio. On revient dans un instant. On fait une petite pause. Merci de votre fidélité à Sud Radio et à l'ensemble de la grille. On est ravis de vous retrouver cette heure en direct de Toulouse. Le salon de l'industrie, c'est tellement sympa avec toutes ces innovations en tout cas et ces belles entreprises qui ne cherchent qu'à recruter, puisque je vous le rappelle qu'à partir de 19h, on vous parlera emploi avec Philippe David et qui seront avec nous dans un instant. Allez, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le temps. Pratiquement, à mon avis, la seule radio où tout le monde peut s'exprimer. Merci. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de rare. Sud Radio, parlons vrai. En direct du salon de l'industrie CPEM de Toulouse, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Oh là 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 là. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus. J'essaye de m'arracher mon casque, je ne sais pas pourquoi. La souffrance au travail. Pas savoir. Et vous avez des preuves? Bah oui, la vidéo. Ah oui. Là, c'est dire qu'à la VAR, vous avez trop. Hein. Là, c'est rouge, pénalty, tout ce que vous voulez. Ouais, avec dans ce magnifique salon passionnant, Sébastien Gillet est avec nous, président du salon GL Event, et Julie Voyer, directrice de ce salon. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Psychologue, dépollueur, sportif augmenté, transgénique, en sauvageuse. Encore faut-il se former à l'utilisation de ces logiciels. L'intelligence artificielle menace pas mal de monde. Les besoins de recrutement qui vont avoisiner les 8000 par an, finalement, les départs en carrière vont être beaucoup plus importants que la création de postes. Ça va compter pour 9 postes sur 10 à peu près. 85% des emplois en 2030 n'existent pas encore, affirmé. En tout cas, c'est un rapport publié par Dell et l'Institut du Futur. C'était en 2017. Aujourd'hui, on ne peut que constater que des métiers nouveaux peinent à trouver des candidats formés. On peut les citer, chaudronnier, taulier, traceur ou encore les spécialistes de la cybersécurité, par exemple. Alors, parlons vrai. Que faut-il revoir dans notre système et dans notre de formation professionnelle? Et à cette question, sommes-nous assez formés pour les métiers de demain? Vous dites non, 92%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Christine Bouillot et Philippe Bilger sont avec nous, bien sûr, et notre invité Eric Dargent va accepter notre invitation, directeur du développement et stratégie chez Aerico et expert en intelligence artificielle et en développement.
cette intelligence artificielle qui s'immisce un petit peu dans tous les métiers aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui qu'une génération a peur de cette intelligence artificielle? Oui, on peut, ça bouscule, c'est sûr, ça bouscule, c'est nouveau, en fait, c'est une technologie ou un ensemble de technologies qui a un potentiel dingue qu'on sent que c'est comme une vague de tsunami. Après, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de choses qui font peur. On parle peut-être un peu moins de comment déjà aujourd'hui ça arrive dans les entreprises et ça peut aussi libérer. Nous, chez Araïco, on défend une IA qui est au service des gens, des entreprises, des PME, des ETI et des personnes dans l'entreprise. Parce qu'on est dans les entreprises, on est souvent un petit peu attaché par des tâches à non-valeur ajoutée. Combien de postes sont là? Des gens qui recopient des Excel, répétitifs. C'est pas ce qui épanouit les gens d'entreprise. Et c'est ce qui fait aussi une certaine désaffection. Et l'IA peut être une vraie solution pour remettre du plaisir en libérant ce temps pour des choses plus intéressantes. Philippe Bilger qui ne sera jamais concurrencé par une quelconque intelligence artificielle. Pardon d'élever brutalement le niveau intellectuel de l'émission, mais j'aimerais vous demander d'ailleurs dans la continuation de la question de Cécile, à votre avis, je vois bien tout ce qu'il peut être, tout ce qu'il y a d'utile et bienfaisant dans l'IA. Dans le micro. Mais est-ce que tout de même, d'une certaine manière, l'humain ne va pas être dépossédé, ne risque pas de l'être, à votre avis? Mais dépossédé de quoi, Philippe? De son identité, de ses capacités, même de ses faiblesses, vous voyez, par certains côtés. Est-ce que l'IA n'est pas quelque chose, au fond, qui pourrait être très dangereux si on ne la maîtrise pas correctement? Éric Dargent. Alors effectivement, vous placez le débat directement sur le niveau philosophique et éthique. Nous, chez Araïco, on développe des solutions pour les PME, les ETI. Nos clients, ces dirigeants-là, ont une vision assez court terme, assez pragmatique. Et c'est pas pour mettre de côté ou sous le tapis les questions sociétales, éthiques que ça amène. Typiquement, je vous parlais d'une chose qui est un petit peu entre les deux. Aujourd'hui, on développe des solutions avec l'IA qui permettent de donner accès à n'importe qui dans l'entreprise, y compris les jeunes arrivants, donc on parlait de recrutement et des difficultés de recrutement, à toute la connaissance de l'entreprise. C'est aujourd'hui quelque chose qui peut être une vraie difficulté pour un jeune qui arrive en entreprise, de s'y retrouver, d'avoir accès aux bonnes personnes, d'avoir accès aux documents qui sont les procédures, les façons de faire, etc. Tout ce savoir-faire, il peut être éparpillé, ça peut être un vrai problème d'efficacité et du coup pour un jeune de trouver sa place. Et donc quoi, c'est un facilitateur dans ce cas-là ? Absolument. Aujourd'hui, on développe des solutions qui sont hébergées dans des téléphones portables qui vont permettre à n'importe qui a accès de consulter toute la connaissance de l'entreprise, toutes les procédures, toutes son histoire, les informations sur les clients, sur les fournisseurs, etc. Donc ça va énormément faciliter l'intégration et la performance des entreprises. Et au lieu d'avoir quelqu'un qui cherche... aujourd'hui, il y a une étude Gartner qui dit que 45% du temps des employés en entreprise est passé à chercher de l'info. Donc c'est non productif et puis ça fait suer tout le monde. Quand on est au travail, on n'est pas là pour, alors bien sûr, aller faire une pause café, on récupère toujours des infos, mais tout le monde ne sait pas bien chercher, parce que ça perd du temps. Et donc l'IA, ça va servir aussi à ça. Oui. Sébastien Gillet veut réagir. Non, mais comme l'a dit Cécile, c'est vrai qu'il va aussi y avoir beaucoup de pédagogie parce que l'IA, ça va aller partout. On en parle dans l'industrie, mais on n'en parle pas que dans l'industrie. En médecine, on en a parlé la semaine dernière dans les vraies voix responsables. Le quotidien de tout le monde, on se sert de l'IA ou on peut se servir de l'IA et mal se servir de l'IA. Donc je pense qu'il y a aussi besoin. Et dans les entreprises, nous, au sein de G11, on a des formations justement pour qu'on utilise bien l'IA et détecter les bonnes personnes qui doivent l'utiliser parce que sinon on va faire n'importe quoi aussi. Et puis tout à l'heure, on parlait quand même tout ce qui était éviter à un moment donné de consommer trop, de polluer moins. L'IA, c'est la capacité aussi à gérer son flux de production, à analyser, à anticiper des pannes aussi. Et donc toute cette donnée en fait qu'on capte grâce à l'IA et qu'il faut qu'on analyse, bien sûr, il y a toujours l'apport de l'homme derrière. L'IA seul n'est rien. Et ça, c'est toujours important de le dire. Ça permet aussi des fois, forcément, d'éviter du coup d'avoir des déchets, des rebuts supplémentaires. Donc derrière, il y a aussi une économie possible grâce à l'IA, un mieux produire aussi grâce à l'IA qu'il faut aussi souligner. Éric Dargent. Éric Dargent, je rebondis sur ce que dit Julie, mais j'avais une question passionnante, je l'ai oubliée. On a déjà du mal aujourd'hui à reformer des expertises pour l'évolution en tout cas des métiers. Il faut
intégrée de artificielle, il y a forcément il va falloir un petit cette formation. Enfin, comment on s'adresse finalement, vous par exemple, à des employés d'une entreprise? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, un truc qui est relativement génial avec l'IA, c'est que c'est justement quelque chose qui va réduire la technicité. D'accord. Ah oui. L'IA permet, en gros, de créer une interface intelligente entre des systèmes complexes, que ce soit des machines en industrie, des outils digitaux, qui historiquement n'ont pas été développés avec une ergonomie, des interfaces utilisateurs dingues, ce qui fait que ça peut être difficile, et c'est souvent le cas, de les utiliser, d'y avoir accès. Et l'IA va supprimer cette couche de technicité puisqu'elle va créer une interface de communication entre l'homme et la machine. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le langage naturel, grâce au grand modèle de langage. On va pouvoir converser avec une machine ou un logiciel, en entreprise, un ERP, etc., comme on converse avec un collègue. Et ça va bien sûr faciliter les choses. Christine Bouillot veut réagir. Oui, je voudrais juste vous poser une question, parce qu'on présente l'IA comme étant effectivement quelque chose de... Enfin, je me souviens à l'époque du numérique, on dit numérique va tuer les emplois, ça n'a pas été le cas, les emplois se sont transformés. Il y a quand même une réflexion qui se fait sur quel métier de demain avec l'arrivée de l'IA. Et deuxième chose, est-ce qu'on peut parler d'une IA vertueuse? On le sait aujourd'hui, alors pas dans le domaine peut-être de l'industrie, mais quoique, est-ce que l'IA peut être vertueuse sur le plan écologique, sociétal, j'en sais rien, parce que ceux qui font les process des informatiques, ce sont surtout des garçons, donc c'est une IA plutôt masculine. Mais c'est ce que disent les écoles d'ingénieurs qui cherchent justement des femmes pour travailler dans ces métiers-là, pour justement que l'IA corresponde aux 50-50 de la société. C'est une IA, déjà. On n'a pas tout perdu. Absolument. Déjà, il faut repartir du fait que l'IA, c'est un outil. Donc on était tout à l'heure sur le plan philosophique, l'IA c'est comme le pharmacone, c'est un concept, un outil peut être utilisé à tout type de fin. À bon escient ou à mauvais escient. Ouais. Donc l'IA n'a pas d'intention en tant que telle. Et donc est-ce que l'IA peut être vertueuse? Bien sûr, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'IA est un levier de performance pour les entreprises, donc aussi un levier de performance écologique et de bien-être dans les entreprises. Donc typiquement... Est-ce qu'on peut imaginer une IA qui dépasserait l'homme? Il y a eu des films de science-fiction qui ont été faits dans ce domaine il y a quelques années. Est-ce que ça fait pas peur, par exemple? Je sais pas, on met l'IA pour gérer une centrale nucléaire, elle devient complètement folle. C'est Terminator. Ça y est, il est parti en vrille. Non, mais est-ce qu'il faut expliquer que sans la main de l'homme, l'IA ne peut rien faire, en fait, quelque part aujourd'hui? À nouveau, l'IA, c'est un outil. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que l'IA va contrôler une centrale nucléaire? Oui, si on lui donne les clés. Mais c'est l'homme qui aura décidé de faire ça. Et bien sûr, ce n'est pas une bonne idée. Donc, pour nous, chez Araïco, l'IA, c'est un assistant. C'est quelque chose qui facilite. C'est un super outil pour chacun dans l'entreprise et pour tous les métiers et tous les secteurs. Et quand on dit tous les métiers et les secteurs, on oublie de dire que même dans l'artisanat, qui sont des métiers manuels, l'IA peut être un progrès, en tout cas pour ces métiers. Absolument, absolument. Et encore une fois, on parlait de recrutement, de difficulté de recruter aujourd'hui. Aujourd'hui, l'IA, ça va permettre à des jeunes qui arrivent d'apprendre beaucoup plus facilement, parce qu'on peut, sur un téléphone comme ça, on peut permettre à quelqu'un qui est sachant de documenter sa pratique. Donc, un artisan ou un technicien, un responsable de maintenance qui a du mal à documenter, à expliciter, il va pouvoir, grâce à des outils très faciles, intuitifs, faire une vidéo, faire des notes vocales, et tout ça, ça va devenir quelque chose avec lequel le nouvel arrivant va pouvoir converser comme un collègue. Et ça, nous, on développe une solution qui s'appelle Chirou. Ça va être disponible dans les semaines qui viennent. Donc, c'est pas du futur, c'est dès aujourd'hui pour faciliter la vie d'entreprise. Philippe Bilger. Comme vous maîtrisez parfaitement le sujet, est-ce qu'il y a quelque chose, à votre avis, que l'IA ne pourra jamais faire? Je t'ai pas préparé pour des questions comme ça. Des blagues? Non mais vous voyez que ça vaut le haut, les vraies voix. Non mais des blagues, non? Est-ce que fondamentalement... Philippe, on vous entend pas. Pardon. Est-ce qu'il y a... qu'est-ce que l'IA ne pourra pas faire fondamentalement, à votre avis? Avoir de l'émotion, peut-être? Bien sûr, de l'émotion. Par exemple. Le niveau de complexité qui nous anime, et nous-mêmes qu'on n'arrive même pas à évaluer, bien sûr, on ne sait pas si on peut le reproduire. Le sentiment, en quelque sorte. Tout ce qui fait notre humanité. C'est à la fois une question biologique et philosophique. Absolument. Donc aujourd'hui, on ne sait reproduire que des choses qu'on maîtrise, qu'on sait définir. Mais il y a des robots dans les maisons de retraite, par exemple, qui ont de l'empathie pour les résidents. Enfin, vous me regardez avec des sourires, mais je les ai vus, donc je les ai pas inventés. Il y a des robots assistants, c'est de l'intelligence artificielle qui vous accueillent et bonjour, comment ça va? Vous leur parlez,
c'est bluffant. Alors ils répondent par rapport à votre message, donc des émotions. Si elles ne ressortent pas, en tous les cas, vous avez vous le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un qui a des sentiments. Il copie l'émotion, il ne la ressent pas. Non. Oui, mais à la fois ça questionne effectivement sur ce qui fait notre humanité, puisque je crois qu'il y a un chiffre affligeant qui est que 30% des jeunes Américains sont en relation amoureuse avec une IA. Ils payent même des services pour ça. C'est assez fou. Mais du coup, ça leur apporte une certaine satisfaction. Donc il n'y a pas de malentendu. Au moins, ils s'engueulent pas. C'est l'avantage. Tant que c'est une IA qui a plus de 18 ans, tout nous va. Mais en tout cas, merci 1000 fois d'avoir été avec dans ce plateau, c'est une intelligence naturelle ou artificielle qui émerge, Éric Dargent? Vous parlez de vous, Philippe? Non, tout le monde. D'accord, très bien. Étant donné le niveau des débats, ça reste humain parce que c'est supérieur encore. Il est bon. Merci d'avoir parlé. L'IA ne pourra jamais faire les calembours de Philippe David parce qu'elle les jugera ineptes. Merci beaucoup, Éric Dargent, d'avoir été avec nous, directeur du développement et stratégie chez Arico et expert en intelligence artificielle et en développement stratégique. Merci Sébastien Gillet, en tout cas, de nous avoir accueillis ici. On reste ensemble, bien entendu, président du salon GL Event. Merci Julie, directrice de ce salon extraordinaire. Dans un instant, 4 entreprises seront avec nous pour parler emploi, parce que oui, l'industrie cherche pas mal de talents et elle recrute à fond, et ça c'est pas mal d'offres d'emploi un peu partout en France ce soir de 19h à 20h dans les vraies voies de l'emploi. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Je prépare un calembour, c'est oui, bon. c'est ça, non, surtout pas. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.